Good morning, everyone. It's my pleasure Bonjour à tout le monde. to welcome you to the first J'ai le plenary session plaisir de vous accueillir à of la the sixth première IJJO séance conference, plénière de Justice la for Children in 6e the framework of the conférence Convention of the Rights of the l'OIGG Child concernant la Anniversary, justice Challenges and juvénile. Progresses Nous for the next parlerons 25 years. des Many thanks alternatives to the et previous des speakers. développements Thanks to pour les Mr. 25 années à Malous, venir. Mrs. Stanikova, Je voudrais and remercier Mr. Dr. Monsieur Legas Malous, for their Madame rewarding Makova addresses. et I think that Monsieur Malos they have de provided leurs mots us for the d'introduction. Je pense perfect policy framework qu'ils for this ont conference to bien begin. cadré cette I conférence think qui that it was bénéficie particularly d'un interesting cadre some of the adapté. issues that were raised Certains during thèmes this qui ont first été session, évoqués au cours de la such première as séance sont how a extrêmement public intéressants. policy on Par juvenile justice can exemple, be effective la question de and la politique evidence-based publique, policymaking, and also the call on une action that politique was done publique by the chair efficace, of the une IJGO politique to fondée professionals and sur des policymakers faits, for the operational implementation of the Convention of the Rights l'importance of the Child. des professionnels In et fact, l'importance de la Convention internationale experts and de professionals l'enfance. working in the protection of girls Les and boys professionnels involved qui in the cycles of travaillent dans la conflict, protection crime des and violence, we garçons don't et have des the right filles to complain. exposés à la Since violence the adoption of the United ne Nations peuvent pas se Convention on the plaindre. Rights of the Child, Depuis there have been many l'adoption de la European, Convention regional, sur national, and l'enfant United par les Nations Nations instruments Unies, il y a that eu has une been série adopted d'instruments in our qui ont field été in the last adoptés dans 2 notre decades. domaine, et cela However, depuis 2 the desired décennies. effect hasn't been achieved. Toutefois, What are l'objectif the visé n'a pas reasons? été Because atteint. of this Pourquoi? lack of consistency Pourquoi il y between a the ce policy manque and the de practice, cohérence between the theory entre and the la reality. politique et la This pratique, session aims entre to la analyze théorie the et la pratique? milestones Nous and allons the essayer progresses that have been achieved d'analyser until cette now, but situation et les also différentes all étapes qui ont the été challenges suivies. Nous that allons essayer de still voir remain pourquoi to be taken, l'objectif n'a pas mainly in été issues atteint related et to ce access to qu'il justice, convient de crime faire prevention and criminal policies. pour To résoudre le address problème. all these issues, we have 3 highly qualified specialists Nous avons parmi on this nous session. 3 Let me spécialistes qui introduce you prendront la Mr. Philippe parole. Cory. Je He voudrais is director d'abord of vous the présenter UNICEF Monsieur offices Philippe in Cory, Brussels. For directeur UNICEF, du bureau de we also l'UNICEF have à with Bruxelles. us Alexander Martins, Nous avons Policy également Officer on Justice Alexandra for Children Martins, of the UNODC office in Vienna. responsable And du additionally, I bureau would like to de thank Vienne des Nations Unies pour la Matthias justice Uema juvénile. for Et je his voudrais role as saluer rapporteur of aussi this Matthijs first session. Ewema, qui sera le rapporteur de Let's la start with première séance. Mr. Cory. Nous allons commencer Mr. par Cory Monsieur is Philippe Cory. director of the Monsieur European Philippe Union Cory est Office directeur in UNICEF in Brussels du for the bureau de last l'UNICEF 6 à years, Bruxelles since depuis 6 ans, 2008. He is depuis graduate 2008. in international trade Il in est France. diplômé du commerce He went to study international de history of art, France. education Il and a evaluation at un diplôme postgraduate level d'histoire de before l'art obtaining a PhD et in un World Heritage doctorat Planning and Development from the University of Silpakorn in de Bangkok, l'université Thailand. Since then, de he has gone Bangkok. on to have numerous highly qualified Il posts at a occupé UNICEF, des but postes also très at the importants à United Nations l'UNICEF, systems, mais which aussi include dans le being a système des senior Nations Unies. advisor on global Il est un partnerships and conseiller development senior programming for the Middle East before pour ce qui becoming the concerne le director Moyen-Orient of the avant office d'être in devenu Brussels. le Mr. directeur de Cory l'UNICEF à will Bruxelles. address issues Monsieur related to access to Cory justice, and va he will nous point parler out des the role questions of the relatives à la justice Brussels et il nous office parlera aussi du rôle du concerning the bureau de partnerships with the Bruxelles EU dans institutions. le contexte d'un Mr. Cory, partenariat the floor is avec yours. Thank you. l'Union Merci. Je vais européenne. parler en Monsieur français et en Cory. anglais. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Nous sommes très honorés de l'invitation. Je ne suis pas un expert, les experts sont dans la salle. Je ne suis simplement qu'un activiste pour les droits de l'enfant. J'ai travaillé 27 ans à l'UNICEF et j'ai eu la chance d'être dans l'équipe de lobby, on ne va pas dire plaidoyer parce que c'était vraiment du lobby, de la Convention sur les droits de l'enfant. Lobby interne, lobby externe. Interne parce que l'UNICEF avait aussi très peur que cette convention politise l'organisation et nous prive de l'accès aux enfants dans les pays. C'était une vraie question. Légitime. Externe, parce qu'évidemment, le monde, dans toute sa splendeur, avec toutes ses diversités, ne voulait pas de convention sur les droits de l'enfant. Chacun avait une bonne excuse pour ne pas avoir de convention sur les droits de l'enfant. Et ça, c'était le vrai défi. Et je voudrais partager plutôt les éclairages que cette convention a amenés en 25 ans, 2 semaines après
l'anniversaire, pour moi, c'est très important, de cette convention. Le premier défi que nous avions à l'époque, c'était d'argumenter le pourquoi une convention spécifique pour des droits spécifiques pour les enfants était nécessaire. Nous avions des écoles de pensée qui disaient « Mais attendez, nous avons toutes les conventions du monde qu'il nous faut pour la défense des droits humains. Pourquoi voulez-vous encore un bout de papier inutile, vous, bureaucrates des Nations Unies, pour les enfants ?» Eh bien, 25 ans après, on peut dire que la situation a vraiment changé pour les enfants. Et cette convention sur les droits de l'enfant, sur les droits spécifiques de l'enfant, était un moyen de reconnaître la vulnérabilité des enfants et qu'ils avaient cependant des droits spécifiques qu'il fallait respecter, auxquels il fallait s'adapter, pour lesquels il fallait s'engager. La mortalité infantile, donc déjà le résultat, quasi ratification universelle. Il nous reste 3 pays, c'est le texte des droits humains le plus ratifié au monde, dans l'histoire des droits humains. Nous avons les États-Unis d'Amérique, qui n'a pas encore ratifié la Convention, la Somalie, mais nous savons que le gouvernement somalien est près de la ratification, le Parlement, donc c'est vraiment une affaire de mois, peut-être à la fin de cette année, et le Sud-Soudan qui malheureusement s'est engagé dans le processus de ratification, mais est pris dans les horreurs d'une guerre inutile à l'interne, qui gêne le processus de ratification. Un 4e, et ça c'est le rêve, et je crois que Mme Mogherini, la semaine dernière à Strasbourg, suite à l'engagement des parlementaires, s'est engagée à explorer une ratification par l'Union européenne. L'Union européenne a ratifié la Convention sur les personnes avec un handicap. Il serait peut-être temps aussi de ratifier une Convention sur les droits de l'enfant et par là même de créer un droit européen, une jurisprudence européenne sur les droits de l'enfant. So a lot has been done. The mortality rates of children have really declined sharply over the last 25 years. Les Undeniable. droits des enfants ont diminué au cours des 25 dernières années. Nous avons des milliers d'enfants dans des pays qui n'ont pas accès à l'éducation. Il y a 25 ans, ce n'était pas le cas. Nous avons des enfants qui ont accès au système de santé. Par exemple, la polio, par exemple, peut être dorénavant traitée. Donc, beaucoup a été fait dans ce domaine, notamment l'accès à l'eau. Il y a toute une série d'ONG qui travaillent dans ce domaine et qui ont une approche correcte par rapport aux enfants. Mais nous avons aussi le monde qui travaille au développement durable, puisqu'après tout, il s'agit d'une question de développement durable. En faisant le bilan tous les 5 ans de ce que les pays ont fait, qui ont ratifié la Convention pour les enfants, pour leur éducation, etc. Donc, on peut parler d'une histoire à succès. Mais beaucoup de choses doivent encore être faites. Nous avons des millions, 17 millions de filles de 9 à 14 ans qui subissent des violences physiques. Un enfant sur 3 en Asie sont harcelés. Il y a des millions d'enfants qui doivent pratiquer du travail forcé. On pourrait rallonger la liste. Il y a beaucoup de disparités. Notre monde explose à cause de ces disparités. Nous avons d'un côté le fait d'être reconnu en tant que personne, en ayant un nom, et cela vous permet d'exercer vos droits. Les enfants les plus riches, 80%, sont enregistrés à la naissance. Les pauvres, même pas la moitié d'entre eux. Donc, vous savez ce que cela signifie, le trafic, pas de protection, pas d'accès à aucun système de protection sociale, à l'éducation, etc. Donc, à ce niveau, nous avons besoin de lois fortes, de systèmes forts.
Il était bon de reconnaître ces droits, mais maintenant nous sommes arrivés à une phase qui exige la réalisation de ces droits pour tous les enfants et surtout pour les plus défavorisés dans ce terrible monde sur le plan de l'inégalité. C'est une honte pour tout le monde. Donc, l'élément de l'équité est essentiel, et notamment dans le contexte de la justice. Nous devons d'abord reconnaître que nous devons adapter le système de la justice par rapport aux enfants. On a une convention spécifique. Nous avons besoin d'une justice pour les enfants. Beaucoup de progrès ont été faits, mais pas partout. L'Union européenne et les collègues de la Direction générale justice doivent être félicités pour le travail qui a été fait. Et aussi la société civile qui est encore plus fortement engagée. Par exemple, nous avons réalisé une étude sur l'impact du système de la justice sur les enfants, notamment en matière de privation de liberté. En 2006-2011, nous avons donc procédé à cette analyse. Nous avons rencontré les ministres de la Justice et Madame la ministre, je vous remercie d'avoir ouvert cette séance. On a reconnu les erreurs. Je crois qu'il faut essayer de trouver des solutions et pousser les institutions dans ce sens. Dans certains pays, il y a une diminution de 80% d'enfants emprisonnés. Donc, cela bouge. Nous devons donc démontrer que cela bouge dans le bon sens. Donc, d'abord, la reconnaissance de droits spécifiques. Ces droits sont valables partout et surtout pour les plus défavorisés. L'UNICEF a un plan pour la période 2014-2017. L'UNICEF, naturellement, sait de quoi l'on parle lorsque l'on parle de garantir les droits de tous les enfants partout. Et c'est ici qu'intervient le système judiciaire. Nous devons l'adapter. Il doit être plus conscient des besoins des enfants. Il faut une justice juvénile et il faut inclure cela dans le système judiciaire. Le président, dans son discours d'introduction, a mentionné les juges, les procureurs, les travailleurs sociaux qui sont les porte-parole d'une même cause. Mais tout le monde travaille de manière isolée, donc il faut qu'il y ait une coordination de tout cela. Dans la pratique de la justice juvénile, il faut mettre l'accent davantage sur l'autonomie des enfants. Les enfants ont des droits. Ils ont des droits et ils ont le droit de réclamer leurs droits. Vous avez le droit d'être protégé par rapport à des abus, de la violence, etc. C'est un défi à relevé par ceux qui travaillent dans le monde judiciaire. Pour que cela ait un véritable sens, le Comité des droits de l'enfant dont j'ai parlé a dit que pour exercer ce droit, il faut trouver des moyens pour réparer la violence. Donc, nous avons ici un objectif pour les 25 ans à venir. Il faut donc une justice plus engagée qui mette davantage l'accent sur la personne parce que c'est très intimidant pour un enfant d'être devant le système judiciaire, devant un tribunal. Si vous avez la chance d'appartenir au groupe privilégié, cela va. Mais si vous avez des enfants, par exemple, qui appartiennent à des minorités, Monsieur Malos a mentionné les Roms, il est clair que là, il y a des discriminations. Si vous appartenez à ce groupe de personnes, l'accès à la justice
sera semé d'embûches pour vous. Donc, nous devons travailler ensemble pour obtenir de meilleures données, des données de qualité pour bien connaître la situation des enfants, parce que souvent, les données concernant l'enfant sont mêlées aux données concernant les adultes. Donc, il faut aussi, sur le plan de la collecte des données, faire un effort. Ici, nous avons beaucoup de représentants de la société civile. Il est important que la société civile continue à exercer une pression pour avancer. Les réseaux sont importants et au niveau communautaire, cela fait vraiment une grande différence. Par ailleurs, les enfants doivent pouvoir réclamer leurs droits en français. Donc, c'est à nous aussi, en tant qu'organisation et système de justice, de faire en sorte que les enfants connaissent leurs droits pour être en mesure, à travers le système de justice, de réclamer la réalisation de leurs droits. On n'est pas encore là. Les enfants sont souvent dépendants dans une relation avec les parents, avec les familles, ce qui est normal, mais en même temps, ce qui est aussi un obstacle quand l'enfant est victime de violences dans la famille elle-même. Donc il y a là aussi un dilemme. Et très souvent, c'est une justice d'adulte qui ne donne pas... avec le niveau de maturité des enfants, avec le mot des enfants, un accès réel à la justice. C'est un peu les défis sur lesquels nous serons tous confrontés, et je crois que la société civile, les institutions européennes, le Parlement européen, comme vous le savez, a fait une résolution la semaine dernière, à l'occasion de l'anniversaire des 25 ans, extrêmement engageante sur les droits de l'enfant, et notamment sur la justice, l'accès à la justice. Donc, je crois qu'il y a des parlementaires dans la salle et nous devons les féliciter pour avoir pris cette décision, cette résolution quasi unanime sur laquelle il va nous falloir construire. Madame Mogherini, elle aussi, l'Union européenne a un rôle très important avec un tiers du commerce mondial qui peut être instrumentalisé pour faire bouger l'agenda des droits de l'enfant, notamment de l'accès de la justice dans les pays où l'Union européenne fait du commerce, où l'Union européenne a des intérêts géopolitiques. Il nous faut utiliser cette force, cette capacité à bouger les agendas. Et très souvent, et ce sera mon dernier point, bouger la justice, les droits de l'enfant, l'accès à la justice pour les enfants, c'est participer aussi à ce que on appelle le rule of law, governance. L'état de droit, la gouvernance, c'est l'agenda plus vaste dans lequel s'est engagé les Nations unies. On a les dialogues concernant les droits de l'homme, etc. Tout cela existe et il est important que nous continuions. Et c'est important que Mme Mogherini mette cela également en évidence au niveau de la politique extérieure. Vous pouvez compter sur nous. Nous allons insister. C'est dans ce sens qu'il faut avancer. Nous avons enregistré des succès depuis 25 ans et nous allons continuer à faire du bruit pour qu'il y ait un véritable accès à la justice pour les enfants. Merci de votre attention. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe, de ce discours qui va sans doute nous guider et qui cadre bien les problèmes. Vous avez parlé des différentes étapes de l'agenda de l'Union européenne. Félicitations, félicitations pour toutes ces initiatives. Il est important, il est maintenant temps de donner la parole à Alexandra Martins. Je voudrais remercier Alexandra personnellement de son engagement par rapport à ce thème et de la remercier du soutien qu'elle a accordé à l'OIJ. Elle nous a soutenus sur tous les plans, notamment dans la région Asie-Pacifique. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Alexandra Martins d'être venue, mais aussi pour son engagement personnel. Alexandra Martins est responsable de la prévention de la criminalité à Vienne, dans le bureau viennois de la lutte contre les drogues et la criminalité.
Elle a commencé sa carrière à Sao Paulo, au Brésil, en 1988. De 2001 à 2005, elle a été responsable du programme Save the Children. Elle vient du Brésil. Elle a étudié le droit à l'Université de Sao Paulo et elle a surtout étudié les possibilités d'alternatives à l'emprisonnement pour les enfants en conflit avec la loi. Alexandra va donc nous parler de toutes ces questions. Au cours de sa présentation, elle va nous exposer des instruments normatifs et va nous parler de la prévention de la criminalité et des mesures qui ont été prises dans ce domaine. Merci Alexandra d'être ici et de nous présenter ces instruments intéressants. Je vous passe la parole. Thank you, Christina. Merci Christina. Excellences, chers participants, mesdames, messieurs, chers amis, au nom de l'OIGG, je voudrais, excusez-moi, au nom de l'UNDCC, je voudrais remercier l'OIGG de nous avoir invités à cette conférence importante pour le travail également de l'UNDCC. Ceux qui ne connaissent pas le Bureau de lutte contre les drogues et la criminalité, j'explique de quoi il s'agit. Nous avons un bureau à Vienne qui doit soutenir les États membres des Nations unies pour lutter contre les drogues et la criminalité et pour renforcer les capacités des États membres pour qu'ils puissent promouvoir véritablement des systèmes équitables pour l'enfance. Le titre de mon exposé, c'est la prévention et la lutte contre la violence des enfants, et notamment dans le système judiciaire. Je profite de l'occasion que vous soyez tous présents pour vous présenter une nouvelle loi qui n'est en fait pas un instrument contraignant, mais un instrument important. Le titre de cet instrument, c'est un modèle de stratégie des Nations unies et de mesures pratiques pour l'élimination de la violence contre les enfants dans le domaine de la prévention de la criminalité et de la justice légale. C'est le choix des États membres d'avoir conçu cet instrument. Je vais mettre l'accent sur trois chapitres. Tout d'abord, je vais quelque peu expliquer l'historique et comment on est arrivé à l'adoption de cet instrument normatif. Ensuite, je parlerai brièvement des objectifs et du champ d'application de l'instrument. Ensuite, je parlerai du contenu des stratégies en réponse à la violence contre les enfants et des enfants qui sont en contact avec le système judiciaire juvénile. Vous savez qu'en 2006, l'étude des Nations unies sur la violence contre les enfants a reconnu que la violence contre les enfants est un phénomène qui a atteint une ampleur importante dans tous les pays du monde. Aucun pays n'est immunisé contre cela. Le risque de violence de groupes vulnérables est élevé, surtout ceux qui sont en contact avec le système judiciaire et surtout ceux qui sont privés de liberté. Et c'est la raison pour laquelle ce sujet est lié à la question des enfants privés de liberté. Dans ce contexte, la prévention est un thème très important. Après cette étude de 2006 des Nations unies, une autre étude a été faite en 2011. L'UNDCC ainsi que le responsable des droits de l'homme et le représentant de du secrétaire général a soumis un rapport au Conseil des droits humains
en mettant en évidence les risques et les facteurs qui interviennent en termes de violence par rapport aux enfants qui sont dans le système judiciaire et ce qu'il fallait faire pour répondre à cette situation. Je parle de l'étude des Nations Unies et du rapport conjoint qui a été présenté en 2011, car ceci était une possibilité pour lancer l'opération au niveau international et pour sensibiliser les États à l'importance de ce problème. La justice juvénile est effectivement un sujet négligé par la communauté internationale et par les gouvernements. Les États, pour des raisons financières et pour d'autres raisons, ont tendance à négliger la situation des enfants pris dans le système judiciaire, certaines rivalités dans le système judiciaire. Donc, grâce à ce rapport qui a été soumis au Conseil des droits humains, nous avons voulu attirer l'attention de la communauté internationale sur le besoin de faire quelque chose dans ce domaine. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les développements de la législation internationale, la loi internationale est développée par les organes politiques des Nations Unies et c'est une des valeurs ajoutées de mon bureau. Notre tâche est de soutenir les États membres dans le développement de législation internationale. Les règles de Beijing, les règles de Vienne, donc toutes les normes et tous les standards dans le domaine de la justice juvénile tiennent compte de ce qui figure dans les différentes conventions des Nations Unies. Ces instruments ont été développés par l'UNDC. L'UNDC a reçu un mandat de l'Assemblée générale en 2013 pour développer une nouvelle législation, notamment pour ce qui concerne la violence contre les enfants dans le contexte de la prévention et de la justice juvénile. La tâche que nous devions accomplir consistait donc d'aligner les décisions de 3 organes des Nations Unies. D'abord, la Commission concernant la prévention de la criminalité et de la justice criminelle, l'Assemblée générale. Le fait de devoir aligner les décisions de 3 organes, rassembler les diplomates pour créer un nouvel instrument international n'était pas une tâche facile. Mais cela a été fait. L'instrument a été développé en collaboration étroite avec les entités des Nations Unies. L'UNICEF a joué un rôle très important au niveau du comité consultatif pour le développement de cet instrument normatif au commissaire aux droits de l'enfant et grâce à la consultation avec les ONG, on a pu réaliser notre travail. Je reconnais beaucoup de collègues des ONG ici, Défense des droits de l'enfant, etc. Donc, il y a eu un processus qui a impliqué un grand nombre d'acteurs et on a pu tenir compte ainsi des défis à relever dans le monde. Alors, pour être bref, un instrument international nouveau a été adopté par l'Assemblée générale en septembre de cette année-ci et il y aura une adoption finale en décembre. Nous sommes heureux de pouvoir dire que grâce à l'approbation de la communauté internationale de ce modèle, nous avons pu obtenir un engagement fort de la part des États pour reconnaître le problème et la reconnaissance de ces gouvernements qu'il fallait faire quelque chose. L'UNODC a reçu un nouveau mandat, c'est-à-dire prendre les mesures pour diffuser et pour que ce nouvel instrument soit mis en œuvre. Nous avons commencé à développer des instruments, des outils.
C'est un document de 35 pages, pas facile. Nous avons donc besoin de développer de nouveaux outils pour faire comprendre de quoi il s'agit. Nous avons établi une checklist pour les États membres pour que ceux-ci puissent identifier les lacunes dans leur législation, dans leur politique et dans les cadres opérationnels et ce qu'il fallait faire pour mettre en œuvre ce nouvel instrument. Si vous êtes juge, un procureur, un responsable de la protection de l'enfance, si vous êtes des professionnels dans le domaine de l'enfance, je pense qu'il est important de mentionner trois questions que vous êtes sans doute déjà posées. Est-ce que le système judiciaire fait tout ce qui est nécessaire pour prévenir la violence contre les enfants? Est-ce que la prévention de la violence se fait de manière efficace? Est-ce que le système judiciaire traite la question des enfants en conflit avec la loi en diminuant le risque qu'ils soient par après l'objet d'abus? Naturellement, le système judiciaire n'est pas le seul système qui est responsable de la protection de l'enfant, mais la justice a un rôle important à jouer dans ce contexte et les professionnels de la justice également. La stratégie que nous avons développée pour mettre en œuvre un système global et stratégique, un système donc a été développé pour aider les États à mettre en œuvre des stratégies de la protection de l'enfance. On reconnaît le rôle complémentaire du système de la justice et du bien-être des enfants et de l'importance du système de l'éducation. Ces deux éléments, la justice et l'éducation, ont un rôle essentiel à jouer dans le domaine de la prévention de la violence. Notre instrument a deux volets. D'abord, notre instrument doit améliorer l'efficacité des systèmes judiciaires pour qu'ils puissent répondre de manière adéquate à la violence dont sont victimes les enfants et de protéger les enfants de violences qui découlent du système judiciaire ou qui sont issues de ce système. L'instrument prévoit un cadre et permet aussi de voir quelles sont les lacunes dans les législations et les pratiques existantes, permet de développer, de définir des lois, permet de mettre en place des institutions et des mécanismes pour répondre à la violence à l'égard des enfants. Et ce qui est important aussi, c'est une orientation pour les professionnels dans leur travail quotidien pour qu'ils puissent répondre et protéger les enfants qui sont exposés à la violence. L'instrument contient trois parties. Dans une première partie, nous avons les stratégies de prévention générales, comment lutter contre la violence à l'égard des enfants en prenant des initiatives de protection. Deuxième partie de l'instrument, les stratégies et les mesures pour améliorer le système de justice juvénile, pour les protéger contre la violence à l'égard des enfants et pour protéger aussi les victimes, que sont les enfants. Dans une troisième partie, nous évoquons les stratégies et les mesures pour répondre à la violence à l'égard des enfants qui sont en contact avec la loi, c'est-à-dire qui sont considérés comme des auteurs de délits. Certaines de ces mesures sont formulées en termes généraux. Il aurait été impossible de développer un instrument international qui contiendrait des orientations détaillées pour les différents pays dans le monde. Il faut donc que cet instrument soit adapté au contexte local ou national. J'aimerais que les organisateurs distribuent cette présentation à ceux que cela intéresse parce que cela vous permet de mieux comprendre ce que nous avons prévu dans la partie 1 et 2
Et je passerai moi-même tout de suite à la partie 3 qui concerne la stratégie de prévention par rapport à ceux qui ont commis des délits. Alors, l'on veut diminuer le nombre d'enfants qui sont au sein du système et qui sont en contact avec le système de justice. Les conséquences de la violence, comme vous le savez, ne peuvent pas être sous-estimées, surtout si l'on tient compte du fait que cette année, nous célébrons le 25e anniversaire de la CDE. Il est donc évident que le monde a obtenu des résultats extraordinaires, mais qu'il convient de faire beaucoup plus encore. Malgré l'article 19 de la Déclaration des droits de l'enfant, qui dit que tous les enfants doivent être protégés contre la violence, les abus et l'exploitation, malgré tout, les enfants sont parmi les groupes les plus négligés par les États. Et ceci, bien sûr, ne doit pas être sous-estimé parce que cela a également des coûts apportés par l'individu, l'enfant qui ne sera peut-être pas un adulte fonctionnant à 100% au sein de la société, mais aussi des coûts parce que cela représente quelque chose pour la société et les communautés. Alors, si l'on retourne vers ces stratégies, la première que nous avons dans l'instrument, c'est justement une stratégie visant à la réduction du nombre des enfants qui sont en contact avec le système de justice. Comment encourager la déjudiciarisation et les mesures alternatives afin que les enfants ne soient pas traités par le système de justice, mais qu'ils aient la possibilité de trouver une solution et des mesures restauratives ou réparatrices, justement, de réparation pénale. Et il y a bon nombre de possibilités qui existent et vous le verrez dans les modèles de stratégie. Il y a beaucoup de mesures qui sont proposées au titre de cette 11e stratégie. Alors, il faut éviter la pénalisation des enfants qui ont commis des actes qui, en fait, ne sont pas définis comme des délits comme c'est le cas lorsqu'ils sont commis par des adultes, par exemple le vagabondage. Faire en sorte également que les enfants qui ont des problèmes de santé mentale ne soient pas renvoyés au système de justice, mais recevront des soins appropriés et une protection. Un autre élément important, c'est de veiller à ce que la déjudiciarisation et les programmes de justice restaurative soient à la disposition et soient utilisés réellement et de manière efficace. Deuxième élément, la prévention de la violence à l'encontre des enfants associée avec l'application de la loi et les stratégies de poursuite au pénal. Ici, il faut veiller à ce que tout ce qui a trait aux enfants dans le cadre des poursuites au pénal soit respectueux de la loi, y compris la nécessité de réfléchir aux différentes mesures et les mesures privatives de liberté ne soient conçues que comme un dernier ressort. Troisième stratégie, la mesure de privation de liberté, justement, qui est une mesure de dernier ressort. Cela figure dans la Convention des droits de l'enfant et cela signifie quoi concrètement? Eh bien, quand il y a un risque de violence très élevé, de destruction, quand il y a toute une série donc de mesures qui sont incluses dans la définition et cela donne lieu à des peines spécifiques qui sont énoncées. Au titre de la troisième partie, l'autre stratégie est l'interdiction de la torture et d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou sanctions, punitions. C'est ce qui figure à l'article 37A de la Convention des droits de l'enfant. Il y a dans certains cas les enfants qui sont arrivés à l'âge de la puberté peuvent être victimes de sanctions extrêmement violentes, y compris la flagellation dans certains pays. Et donc, il était très important de lutter contre cela. Une autre stratégie a trait à la prévention et à la réaction des violences à l'encontre des enfants qui remplacerait les mesures privatives de liberté, donc la détention. Bien sûr, il faut améliorer les conditions de la détention et la situation des enfants qui sont privés de liberté.
Cela inclut également la nécessité d'adopter des mesures, des politiques disciplinaires claires et transparentes. L'élément fondamental dans cette stratégie est celui de veiller à ce que tous les incidents de violence à l'encontre des enfants qui seraient signalés dans les lieux de détention doivent être notifiés immédiatement et doivent faire l'objet d'une enquête immédiate et de poursuites immédiates. Une autre stratégie porte sur la protection et l'assistance apportée aux enfants qui sont victimes de violences à leur encontre. Et dans cette stratégie, on réfléchit à l'établissement de mécanismes de présentation de plaintes. Et la dernière stratégie qui figure ici sur cet écran est le renforcement des mécanismes de reddition de comptes et de surveillance et contrôle. Les études ont démontré que la violence à l'encontre des enfants dans le système de justice, très souvent, demeure, enfin, il y a une sorte d'impunité. Et donc, il faut absolument adopter des mesures très strictes pour mettre fin à cette impunité. Toute tolérance d'une violence à l'encontre des enfants au sein du système de justice doit être mise en question. Il faut s'y opposer par le biais de programmes de sensibilisation, de programmes de formation, mais surtout de poursuite de toute action de violence à l'encontre des enfants qui sont au sein du système de justice. Bien sûr, ceci n'est pas quelque chose, la mise en œuvre et la diffusion de toutes ces stratégies, de toute cette mesure ne vont pas se faire du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose qui va avoir lieu sur le court terme. Et les Nations unies savent bien qu'elles ont un rôle à jouer dans ce contexte, mais la société civile également, tout comme les membres des milieux universitaires et les spécialistes. Alors, j'aimerais vous donner une information très importante. Le 21 novembre, il y a 2 semaines, donc, à New York, une résolution a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, une résolution sur les droits de l'enfant. Et ici, l'on reconnaissait le rôle joué par certaines organisations dans la promotion et la défense des droits de l'enfant. Et il y a dans le paragraphe, il y a dans la résolution un paragraphe qui invite le secrétaire général des Nations unies à commander une étude mondiale sur la violence à l'encontre des enfants dans le système de justice. Alors bravo, nous ne pouvons que féliciter les Nations unies pour l'adoption d'une telle résolution. Je crois que c'est un véritable appel qui est lancé à la communauté internationale et surtout quelque chose qui est important pour les enfants qui sont dans des situations de privation de liberté. La communauté internationale a donc demandé au secrétaire général de commander cette étude. Ça, c'est déjà en soi une réussite. Cela veut dire que la communauté internationale reconnaît l'importance de la situation et la nécessité d'entreprendre des actions. Et cela est lié à la nécessité justement de réaliser une étude à l'échelon mondial et lier cela justement à ces stratégies ou modèles de stratégie pour la lutte contre la violence à l'encontre des enfants dans le système de justice. Voilà, je conclus là-dessus. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous contribuerez à la promotion de cet instrument. Merci. Thank you so much, Alexandra, for this. Merci beaucoup, Alexandra, pour cette présentation si claire et exhaustive de ces modèles de stratégie. Alors, nous n'avons pratiquement plus de temps, mais j'aimerais donner la possibilité à tous les participants de prendre la parole. Si vous avez des questions à poser, des commentaires, des réflexions à partager. J'ouvre le débat, à vous la parole. Il y a un microphone, s'il vous plaît. C'est ici. Thank you for your presentations, all of you. Just have a Merci pour tous vos exposés. Alors, j'ai une question à poser à Alexandra. Dans votre exposé, vous avez parlé des systèmes de police et du fait que la police également doit tenir compte de
ces droits de l'enfant et de ces mesures. Est-ce que vous savez s'il y a une situation dans laquelle toutes les institutions policières sont sur un pied d'égalité? Alors, moi, j'étais aux États-Unis, on me disait, en Allemagne, il y a une grosse violence à l'encontre des enfants, alors qu'en Grèce, non, me disait-on. J'aimerais savoir comment est-ce que vous pouvez réagir à cette situation. I'm not sure I understood your question. Je ne suis pas sûre d'avoir compris votre question. Oui, dans votre exposé, vous avez dit que la poursuite des policières doivent tenter de refléter les droits des enfants. Est-ce que vous savez s'il y a des études qui ont été réalisées sur l'ensemble des États membres en matière de système de police sur ces questions? Est-ce qu'on sait où est-ce que les services de police sont conscients des droits de l'enfant et savent comment traiter les enfants lorsqu'ils sont en conflit dans la loi? Donc, que je sache, je ne suis pas au courant d'une étude de cette nature qui a été réalisée, mais je sais que dans les conclusions de la réunion sur le comité des droits de l'enfant, il y a eu la proposition de constituer un organe qui aurait pour mandat de suivi la mise en œuvre de la Convention des droits de l'enfant. Et vous remarquerez que toutes les observations dans ces conclusions incluent une recommandation pour renforcer les capacités des institutions policières qui traitent avec les enfants qui sont en conflit avec la loi ou avec le système de justice. Je crois que c'est un des principaux défis que nous rencontrons. Et c'est ce que l'on a constaté à l'UNODCC. Alors, j'aimerais dire que la plupart des pays, mais au moins ils sont nombreux, à être conscients du fait qu'il y a des lacunes au sein des systèmes de police et qui sont mal équipés ou peu équipés pour pouvoir traiter comme il se doit les enfants et protéger les droits de l'enfant. Alors, bien sûr, nous nous attendons à ce que ces institutions de police respectent les droits de l'enfant, que les enfants ne subissent pas de traumatisme additionnel lorsque déjà ils se retrouvent dans le système de justice où ils sont poursuivis. Et donc, il faut renforcer la capacité des institutions policières, des services de police. Il faut les équiper, les doter des instruments nécessaires. Et il y a une réelle prise de conscience de cette nécessité. Je vous remercie. Hola, buenos días, Marcela Labraña. Bonjour, Marcela Labraña du Chili. Une question pour Alexandra également. Vous avez dit qu'il fallait réfléchir à comment faire de la justice juvénile sans passer par la judiciarisation. Bien sûr, cela ne peut qu'être enthousiasmant, mais c'est un véritable défi aussi, parce que nous avons l'habitude qu'il y ait toujours un juge des enfants dans les situations affectant les enfants. Mais ceci dit, je me demande quelles sont les situations concrètes que l'on pourrait appliquer, mesures qui ne recourraient pas forcément à un tribunal, mais qui permettraient de mettre en place une véritable justice juvénile. Je vais répondre en anglais. Merci pour cette question. Vous avez, vous aussi, abordé un des éléments importants de la justice juvénile dans le monde entier. S'il est vrai que dans bon nombre de pays, surtout en Amérique latine, il y a des législations concernant les mesures alternatives ou la nécessité d'appliquer des mesures alternatives dans les poursuites, dans la pratique, c'est un juge qui doit prendre la décision et le juge est sous pression du côté de la société ou de la communauté et sous pression et donc cela le pousse à traiter de la situation de l'enfant dans le système de justice. Alors il y a de bons exemples, même en Amérique latine, de processus de justice restaurative pour les enfants. Et avant même le début des poursuites au pénal, l'enfant va être remis entre les mains des institutions de protection sociale et il y aura des systèmes de médiation familiale, par exemple, où différents types de mesures restauratives vont être mis sur pied. Alors, ce qu'il est important de comprendre, c'est
qu'il faut qu'il y ait une coopération entre le système de protection sociale et le système de justice. C'est cela qui peut contribuer à faire avancer les choses et c'est cela qui fait défaut dans la plupart des pays, là où j'ai travaillé du moins. C'est un défi parce que très souvent, ce sont deux institutions qui ne se parlent pas l'une à l'autre dans la plupart. Alors, c'est un problème du parquet, c'est un problème des magistrats et pas vraiment des institutions chargées de la protection de l'enfance. C'est du moins ce qu'on s'entend dire. Alors, on parle ici d'un domaine multidisciplinaire. Et c'est vrai qu'il y a des travailleurs sociaux au sein du système de justice, mais ils vont apporter une assistance au juge lorsque l'enfant est déjà dans le système de justice. Et ce dont on va parler ici, c'est de voir comment est-ce que l'on peut faire la promotion des mesures alternatives avant que les poursuites judiciaires n'aient démarré. Moi, je viens du Brésil et je peux vous dire que dans les pays d'Amérique latine, c'est là un véritable défi qui se pose, qui est distinct de ce qui se fait dans les pays du droit commun. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une possibilité de déjudiciariser l'enfant dans certains pays. Alors, il y a d'ailleurs certains professeurs qui ne pensent pas qu'il s'agit d'une mesure de déjudiciarisation. On parle de suspension provisoire du procès. Mais moi, je pense que c'est justement une possibilité qui se présente à nous pour proposer des mesures alternatives. Et cette suspension de procès, pour ainsi dire, peut mettre l'enfant au cœur d'une intervention différente, alternative. Et c'est là-dessus que nous devons travailler. Je pense que c'est justement le cœur des stratégies modernes, des modèles de stratégie. Comment faire en sorte qu'il y ait une coordination entre les différents services et institutions? J'espère avoir répondu à votre question et sinon nous pourrons continuer à débattre en bilatéral. Merci Alexandra. Alors maintenant, j'aimerais donner la parole à Mathius, qui est directeur de l'initiative internationale de protection de l'enfance. Oui. Je suis désolé, je vais vous poser des questions bêtes. Pourquoi? J'ai deux raisons. D'abord, parce que je n'ai pas un contexte de juriste. Moi, je suis un psychologue pour enfants et les psychologues posent toujours des questions bêtes, ça c'est certain. Et en deuxième lieu, je viens des Pays-Bas. Et ici, on est en Belgique. Je crois que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Ma première question, à notre premier intervenant, vous avez mentionné le rapport de l'UNICEF et vous avez dit que quelque part on dit des systèmes de justice accessibles incluent des questions relatives au développement de l'enfant. Mais je me demande où est-ce que vous trouvez cela, parce que dans bon nombre de pays, le système judiciaire est en fait défaillant. Le Royaume-Uni, les États-Unis, les Pays-Bas. En fait, je crois que grand nombre des pays occidentaux sont dans cette situation. Où est-il démontré? Cette phrase que vous avez citée, où est-elle démontrée? Question très difficile. Ah non, non, ce n'est pas une question bête. Alors, 25 ans après l'adoption de la Convention des droits de l'enfant, le monde a changé. Et aujourd'hui, l'on a reconnu le caractère central de l'enfant dans toutes nos activités, et ceci contribue à son développement à long terme. En ce qui concerne le développement durable, on est en train de mettre la touche finale à l'après 2015. Et quand on parle d'environnement et de développement durable, on parle aussi des enfants. Ils sont au cœur des programmes et de l'ordre du jour de la communauté internationale. Donc, enfin, on arrive à inscrire partout les droits de l'enfant et des jeunes et à en faire un pilier de la société. Comment pouvez-vous parler de développement durable s'il y a des jeunes qui sont en train de manifester dans les rues, qui sont dans les rues et qui sont victimes de violences, par exemple? Comment est-ce qu'on peut parler de développement durable si les enfants n'accèdent jamais à l'enseignement secondaire? Où est le potentiel de développement du pays dans ces cas-là? Et la plupart des études vont dans ce sens.
C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint la situation idéale, mais nous avons réalisé des progrès quand même. Et en Europe aussi, vous venez des Pays-Bas, mais regardez un peu la situation des jeunes en termes d'emploi et de respect de leurs droits. Même en Europe, on voit l'accroissement des inégalités et les enfants en sont les premières victimes. Le gouvernement du Portugal a été réprimandé à l'échelon européen parce que les droits des enfants ne sont pas suffisamment protégés. Nous devons compter sur nous. Nous sommes un véritable réseau de militants, d'activistes. Nous réunissons des représentants des gouvernements, d'ONG, de représentants de collectivités locales, le comité des régions, le comité économique et social, avec son président, M. Malos. L'intervention de tous ces acteurs est extrêmement importante. Alors, tant qu'on ne verra pas d'accord de libre-échange négocié qui comporte un article de protection des droits de l'enfant, on n'aura pas fini de déployer nos activités, c'est certain. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Et maintenant, je vais poser une question à Alexandra, qui me jette un drôle de regard. Alors, au cours de votre discours, de votre exposé, vous avez dit qu'on ne peut pas développer des instruments normatifs qui puissent fonctionner de manière efficace à l'échelon mondial. Alors, ma première question, c'est pourquoi rechercher cet objectif d'abord? Mais ensuite, ce matin, j'étais dans le train et j'essayais de lire cette fameuse résolution. Vous savez que c'est un petit peu difficile. Un psychologue sait que dès que l'on dépasse cet argument, la plupart des personnes ont commencé à oublier le premier. Donc, vous voyez à quel point c'est difficile. Alors, on parle ici du renforcement des capacités des parents. En tant que psychologue, je sais que faire de mauvais parents de bons parents ou de meilleurs parents, c'est pratiquement impossible. Et pourquoi est-ce que l'on inclut cela dans la résolution? Telle est la question que je me pose. Et puis, il y a une deuxième question qui va peut-être davantage porter à controverse. Vous avez parlé de campagne de sensibilisation à l'égard de l'opinion publique, changer les comportements. Ça, c'est difficile. Mais bon, moi, je suis un psychologue pour enfants, et c'est là ce qui explique mon approche. Que peut-on faire au sujet de ces modèles de stratégie qui sont si amples, si vastes? Est-ce que vous comprenez que l'on puisse émettre des doutes? Merci. Si vous voulez bien, je vais essayer de répondre aux deux questions en même temps et même répondre à la question qui était adressée à Philippe, parce que je pense qu'en fait, ce sont deux sujets qui sont reliés entre eux. Vous avez demandé à Philippe ce qu'il en était au sujet des systèmes de justice accessibles, et je crois qu'il faut aussi se poser la question de ce qu'est un système de justice accessible, justement. Cela peut être compris de différentes manières en fonction de l'organisation qui réfléchit à la question. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la définition de la Banque mondiale qui dit que l'accès à la justice doit être vu de deux points de vue différents. Du côté de l'offre, c'est du côté de l'offre et de la demande. Quelle est la capacité des institutions de justice de rendre la justice de manière efficace, juste et équitable? Et du côté de la demande, quelles sont les conditions en place pour que les personnes, en général les enfants dans le cas qui nous occupe, puissent revendiquer leurs droits et les faire appliquer? Ça, c'est donc un aspect qui est très important. Et votre question était intéressante, donc j'aimerais intervenir aussi. On parle des faits prouvés. Oui, c'est vrai qu'il manque de preuves. On manque de preuves dans le monde à ce sujet. Et c'est vrai que les Nations unies viennent de mettre au point des indicateurs relatifs au système de justice et nous sommes en train d'essayer de mettre en œuvre ces systèmes d'indicateurs dans certains pays à l'issue d'un conflit.
Pour la plupart d'entre nous, les liens entre la justice et le développement, quels sont-ils? Eh bien, nous sommes en train de mettre la dernière touche à l'agenda pour l'après 2015, comme vous l'avez dit. Et là, on met l'accent sur la prévention de la violence. Et c'est important de retenir cela dans le cadre de la promotion du développement. C'est vrai qu'il y a des systèmes qui ne sont pas forcément aussi justes qu'on le voudrait, mais le manque de confiance que l'on peut détecter au sein des populations à l'égard des institutions doit être corrigé. Et il faut également apporter des investissements également. Et quand on parle de développement d'un pays, d'ailleurs, on ne parle pas uniquement d'un développement économique, mais d'un développement humain aussi. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Et donc, il faut permettre ou promouvoir le fonctionnement des êtres humains, de chaque individu, son développement, son épanouissement et son éducation. Tous ces aspects sont importants et sont liés au développement également. Ensuite, les enfants, surtout les jeunes enfants, sont particulièrement vulnérables et même au sein du système de justice, ils peuvent arriver à l'âge de 6 ans ou 7 ans. Or, il doit y avoir des adultes responsables de ces enfants et là, on voit la nécessité d'un renforcement des capacités, donc d'une formation pour ces parents responsables. Il est important, quand on parle des mesures restauratives, de faire intervenir la famille, les ménages, la communauté, parce que la réinsertion de l'enfant, justement, passe par l'intervention de tous ces acteurs. La réinsertion, ce n'est pas uniquement un enfant à lui tout seul, mais un enfant entouré de différentes parties prenantes qui vont l'accompagner dans ce parcours. Je crois que c'est peut-être un peu évident ce que je dis, mais il convient parfois de rappeler les choses. C'est donc une approche qui est inclue dans bon nombre d'instruments normatifs. Alors, peut-être que je ne me suis pas exprimée clairement, peut-être avez-vous mal compris ce que je voulais dire. Je n'ai pas dit qu'il ne serait pas possible d'avoir un instrument normatif qui pourrait s'appliquer à tous les pays, mais je disais simplement que c'est un instrument normatif qui inclut des stratégies et des pratiques concrètes, et même si on n'est pas rentré dans les détails de la définition des mesures concrètes, pourquoi? Parce qu'il fallait prévoir une adaptation, en fait, en fonction de chaque pays. Donc, c'est une sorte de référent que l'on a mis en place pour les pratiques concrètes. Et ensuite, pays par pays, on verra quelles sont les mesures que l'on doit mettre en œuvre concrètement pour respecter ce principe. Et pour conclure, les campagnes de sensibilisation, vous avez dit qu'elles sont peu efficaces. Moi, au contraire, je crois qu'elles peuvent être extrêmement efficaces. Je crois que cela dépend de comment elles sont conçues et mises en place. Il est important, là aussi, de prévoir des alliances dès lors qu'on lance une campagne de sensibilisation de l'opinion publique. Il faut qu'il y ait une alliance entre les différentes parties prenantes. Il faut que tous prennent part à ces campagnes et qu'il y ait également une intervention dans le domaine éducatif, par exemple. Tout cela fait que cela pourra être efficace comme campagne. Il faut que tous les acteurs adhèrent à la campagne pour qu'elle fonctionne. Il faut un engagement réel. Le rôle des médias, d'ailleurs, aujourd'hui, est véritablement fondamental, aujourd'hui, même en Europe, je pense. On nous a dit qu'en Allemagne, mais peut-être un peu partout, en Amérique latine aussi, on est de plus en plus sévère face aux délits commis par des enfants. Et les médias ont un rôle à jouer. Heureusement, nous avons la possibilité de nous opposer à la tendance qui commence à s'esquisser et de faire passer le message. Et c'est ainsi qu'une campagne pourra être couronnée de succès. Merci, Alexandra, pour vos réponses et merci, Matthijs, pour cette réflexion critique. Je crois que ces questions nous ont aidés à mettre un point final aux discussions de cette séance. Alors, nous allons passer à la pause. Je vous invite à la salle d'à côté où nous pourrons boire du thé ou du café. Et je vous rappelle que la prochaine séance plénière sera extrêmement passionnante pour tous. J'en suis convaincue.